introduire rapidement pour après, bien sûr, vous laisser le sujet. Donc, moi, je suis Nicolas Leblanc, je suis directeur médical et affaires publiques de Livy France. J'ai commencé par faire de la médecine interne à Clermont et j'ai fait un droit roman pour faire de la santé publique pour être tout à fait clair. Et voilà, donc mon rôle à Livy, et c'est pas tellement le sujet, mais c'est donc d'élaborer avec tout l'ensemble de la direction médicale le projet médical, suivre la qualité médicale et d'animer la communauté médicale sur les sujets médicaux. Je voudrais remercier déjà pour ce webinaire notre consoeur Madame Boiteux, notre consoeur Charmine Clément-Pré qui est de la direction médicale et Julien Peretti qui est à l'organisation. Livy en deux mots, hein, c'est une boîte, vous la connaissez pour ceux qui participent généralement à ces webinaires, mais c'est une boîte européenne qui opère en Suède, en Norvège, au UK, donc en Grande-Bretagne et en France. Aujourd'hui, on a le board qui est à Paris. C'est une boîte qui fait des soins digitaux principalement en France, mais en Suède, c'est 80 centres de santé, ce qui équivaudrait à 500 centres de santé en France, hein, quand on fait un ratio par rapport à la population couverte. L'objectif est quoi c'est de pouvoir amener une manière de faire les soins un peu moderne qui intègre le digital et le physique et qui intègre l'innovation dans les pratiques médicales. À cet égard, nous, en France, on a sorti un bouquin de télésémiologie que vous connaissez qui permet justement de codifier et de montrer quelles sont les bonnes habitudes et les bonnes pratiques spécifiques à la téléconsultation. Notre volonté en organisant, tant par le bouquin de télésémiologie, en faisant ce bouquin de télésémiologie, qu'en faisant des recommandations pour les médecins qui travaillent chez Livy, qu'en faisant ces webinaires, c'est de pouvoir partager ensemble des problématiques de santé publique, des problématiques de bonne pratique des soins et pouvoir progresser collectivement sur toute ou partie de cette médecine que nous faisons digitalement en France. On a 2 centres de santé en France qui sont à Saint-Denis et dans le 17e à Paris. Donc on a cet embryon de capacité à pouvoir faire de l'offre de soins physiques. Et l'ambition dans les années qui viennent, c'est aussi de développer cette capacité-là. Donc, sur une prise en charge de la médecine qui est globale, donc bien sûr les soins courants, là où les Français ont peu d'accès aux soins ou des difficultés d'accès aux soins, mais aussi sur de la médecine spécialisée, et en faisant toujours attention à ce que les médecins généralistes et les spécialistes puissent coopérer dans un modèle qui soit de plus en plus facile. Et on en discutait avec l'ensemble de la direction médicale ce matin, de faire en sorte que cette capacité à pouvoir soigner à distance, là où les accès aux soins sont difficiles, puisse être fait sur l'ensemble de la chaîne de soins, qu'elle soit médecine générale ou médecine spécialisée. Alors, je sais que les médecins généralistes sont des spécialistes d'un point de vue statutaire, mais vous m'avez compris, entre les médecins généralistes et puis après nos collègues cardiologues, en l'occurrence, rhumato, pédiatre, gynéco, etc., psychiatre, etc., etc. Donc voilà, j'en ai fini merci à vous d'être là. Et puis, Merci. important de parler ce qu'on fait. Si vous avez l'occasion, nous, on est à disposition. Et si vous avez si vous pouvez aussi parler de Livy à l'extérieur, moi, si vous en parlez, je serais toujours intéressé à ce qu'on puisse après éventuellement en rediscuter. Voilà, Avec la place plaisir. est à la cardiologie en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Hop. Donc, Marie-Claire, si tu souhaites te présenter pour les nouveaux arrivants. Oui, donc, je suis Marie-Claire Boiteux, je suis cardiologue actuellement, donc retraitée maintenant depuis 2 ans. Et donc, j'ai travaillé dans le SSR, la réadaptation cardiaque, dans l'insuffisance cardiaque, en chirurgie cardiaque, et j'ai été toujours intéressée par la prévention. Soit au sein de structures telles que la Fédération de cardiologie, dont je suis marraine d'un club Cœur et Santé. Donc, j'ai déjà travaillé dans ce cadre-là, et depuis que j'ai cessé mon activité de soins, après avoir travaillé les dernières années sur la télémédecine, c'est pour ça qu'on a des liens, je crois, privilégiés, puisque j'étais directrice médicale de Cardio-Auvergne, télésurveillance des insuffisants cardiaques en Auvergne. Donc, j'ai fait un DU de santé connectée, donc je suis très intéressée en effet par tout ce qu'il y a autour de ces pratiques médicales qui sont les pratiques de demain, les pratiques d'aujourd'hui et les pratiques en effet qui vont faire de notre métier, qui était déjà un beau métier, encore un très très beau métier. Voilà. Et j'en suis persuadée. Voilà, je me suis beaucoup intéressée pour des raisons de prévention aux pathologies cardiaques des femmes.
pour des raisons aussi personnelles, parce que sans rien vous cacher, j'ai eu un problème d'insuffisance coronaire et que ça fait réfléchir et je me suis retournée autour de moi et donc ça m'a motivée pour en effet aller dans ce sens de cette pathologie qui est un peu particulière, qu'on ne connaît pas très bien, enfin on y reviendra, pour en faire en effet des éléments de prévention indispensables. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va débuter du coup cette session sur donc la santé cardiologique et particulièrement chez les femmes. Et donc, Marie-Claire va nous présenter donc le webinaire. Voilà, donc merci à tous de votre accueil chaleureux, coopératif et je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ces problématiques. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que je sais que les éléments de cardiologie seront en effet évoqués, mais vous les connaissez, mais simplement pour insister, je pense aux leviers qu'il faut mettre en place dans ce cadre de la problématique des femmes. Alors, en pratique, tu passes les diapos Oui. Tu vois la diapo, pourquoi s'intéresser aux pathologies cardiaques? Du coup, on a la bonne, on est en même temps. Alors, on est synchronisé. Non, Charline, il faut que tu mettes en mode diaporama, là on voit la présentation. Voilà, très bien. Alors, pourquoi s'intéresser aux pathologies cardiaques des femmes? Il y a différents chapitres qu'on évoquera avec des chiffres, avec des retours certainement, des redites, mais ces pathologies cardiaques des femmes, elles sont de plus en plus fréquentes. Moi, j'ai terminé ma carrière maintenant, mais il y a 30 ans, quand j'étais jeune interne, on avait très peu de femmes dans les services de cardiologie, sauf celles qui avaient des pathologies valvulaires, rhumatismales. Mais dans les soins intensifs de cardiologie, on prenait en charge les infarctus avec très peu de femmes. Typiquement, c'était l'homme de 60 ans qui avait bien vécu et puis qui fumait, etc., le stéréotype habituel. Malheureusement, au cours des années, on s'aperçoit que les femmes fréquentent de plus en plus les soins intensifs de cardiologie. Ce qui est particulier et ce qui émeut aussi la communauté médicale et cardiologique, c'est qu'on a de plus en plus de femmes jeunes. Jeunes, c'est-à-dire que l'on considérait comme indemnes de tout risque du fait qu'elles étaient pas ménopausées, etc. Donc, des femmes de moins de 50 ans maintenant, comme on le reverra, il y en a un certain nombre qui ont des problèmes d'insuffisance coronarienne. Elles sont moins bien diagnostiquées parce que là aussi, les femmes souffrent de stéréotypes. L'infarctus, c'est la pathologie de monsieur. Madame, elle est protégée. Donc, s'il y a des symptômes, souvent, en effet, le diagnostic n'est pas fait en priorité. Elles sont moins bien traitées, c'est vrai, on y reviendra. Elles ont peut-être un accès plus tardif aux soins immédiats. Les technologies sont un peu particulières dans certains cas et pas toujours réalisées. Elles sont moins bien traitées parce qu'on s'aperçoit, on y reviendra aussi, que les thérapeutiques de base ne sont pas forcément bien suivies après. Je parle des antiagrégants, des statines, etc. Et on s'aperçoit que le pronostic de l'infarctus chez la femme est moins bon que chez l'homme, on y reviendra. D'où la nécessité d'agir maintenant par de l'information. Alors nous, ce qu'on fait au niveau de la fédération de cardio, au niveau de nos petites associations locales, c'est qu'on fait de l'information grand public lors de manifestations. L'autre jour, j'étais lors du parcours du cœur, etc. On va également en entreprise et pour en effet faire de l'information en disant les pathologies cardiaques, ce n'est pas uniquement les pathologies des hommes, il faut faire attention, faire de la prévention, etc. Alors, cette prévention, bien sûr, elle est à tous les niveaux, primaire, secondaire, tertiaire. Malheureusement, c'est quand même un des maillons faibles de notre système de santé.
Et donc, je pense que vous, médecins généralistes, professionnels de santé, vous êtes quand même les premiers, je dirais, acteurs dans le cadre de la mise en place de ces systèmes de prévention à tous les niveaux. Parce que quand on fait de la prévention ou quand on informe une femme, eh bien, indirectement, on va informer sa mère, voire sa grand-mère, sa fille, voire sa petite fille. Et puis, il faut s'intéresser aussi à la recherche parce que les femmes sont souvent oubliées des programmes de recherche parce que quand en effet on fait des programmes, il faut éviter en effet d'inclure des patientes qui risquent d'avoir une grossesse pendant le programme de recherche, qu'elles sont en effet mises à l'écart et qu'il y a beaucoup de données que l'on ne connaît pas qui sont d'ordre pharmacologique, pharmacodynamique, etc., concernant les traitements cardiologiques des femmes. Alors, revenons à quelques chiffres. On va regarder ça sur la diapo d'après. Je ne suis pas synchronisée, c'est ça? Oui, il me faut la 3e diapo. Ah oui, alors je ne comprends pas. Alors attends, je vais la repartager. Hop. Donc, comme je vous le disais en introduction, les pathologies cardiaques des femmes, première cause de mortalité chez la femme, donc en France. Si on s'intéresse à l'Europe, ça c'est les données en effet des causes de décès en Europe en 2016. On voit que c'est la partie orangée en effet du diagramme. 49% des femmes en Europe décèdent de maladies cardiovasculaires. Alors, quand j'entends cardiovasculaire, c'est cardiaque et aussi vasculaire, puisque dans ces décès, il y a les AVC qui sont en effet une des causes de mortalité cardiovasculaire. Tout ceci pour bien montrer que c'est bien avant certains cancers, notamment cancer du sein, cancer du poumon, cancer gynécologique. Donc, en résumé, en France, on sait maintenant qu'une femme sur 24 décédera d'un cancer du sein. Mais une femme sur 3 va décéder, elle, d'une maladie cardiovasculaire. Donc, 7 fois plus de décès que le cancer du sein. Sur 400 décès cardiovasculaires en France par jour, 54% sont des femmes. Alors, vous allez me dire, c'est bien sûr, comme les femmes vivent plus longtemps, elles sont plus âgées. C'est vrai, mais on y reviendra. Quand on fait, à part les études en dehors de l'âge, on s'aperçoit que les femmes, en effet, sont particulièrement atteintes. Et ce qui nous émeut, ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il y a une progression de l'incidence de l'infarctus chez les femmes jeunes, donc en situation d'âge inférieur à 50 ans. Voilà. Alors, si on va maintenant plus longtemps, alors, on nous demande d'afficher le diaporama en pleine page. Peut-être ce sera plus lisible pour vous. Alors, notre propos aujourd'hui, ça concerne les cardiopathies ischémiques. On ne va pas évoquer les cardiopathies valvulaires, les cardiomyopathies, les cardiopathies rythmiques. Donc, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Concernant les cardiopathies ischémiques, je ferai 2 parties. Une partie avec athérome, c'est les cardiopathies ischémiques banales, communes. Et il faut savoir qu'on a mis en évidence depuis quelques années maintenant, et on va un peu plus loin dans les explications, les analyses, les diagnostics et les thérapeutiques sur ce qu'on appelle les MINOCA, c'est-à-dire ces cardiopathies ischémiques, ces infarctus sans athérome, qui atteignent 10% en effet des femmes, et ça représente 10% des syndromes coronariens aigus des femmes, mais qui nécessitent des prises en charge spécifiques, on y reviendra. Alors, diapositive suivante. Donc, on va passer très vite, vous savez beaucoup de choses et je ne vais pas faire l'affront de répéter que l'athérome est dû à des facteurs de risque non modifiables tels que l'hérédité, l'âge, le sexe, bien sûr, qu'il y a des facteurs de risque modifiables qu'on connaît en effet et qui sont bien identifiés, tabac, hypercholestérolémie, diabète, hypertension, obésité, stress, sédentarité, je n'y reviens pas. Il faut savoir quand même qu'actuellement, tout sexe confondu, dans un infarctus sur 5, on identifie une consommation de drogue.
Donc, c'est un élément quand même assez particulier. Parmi ces facteurs de risque, on y reviendra. Les femmes ont des facteurs spécifiques que l'on détaillera plus tard. Alors, souvent, on me dit, mais bon, les symptômes des infarctus des femmes sont complètement différents, donc automatiquement, on n'y pense pas, il y a des diagnostics retardés. Ben, c'est faux, parce que quand on analyse les choses, les manifestations douloureuses de l'infarctus restent les oppressions thoraciques et dans 90% des cas, que ce soit femme ou homme, il existe ce symptôme. Bien sûr, ce symptôme, on y reviendra aussi, est quelquefois noyé dans d'autres symptômes tels que douleur dorsale, tels que des signes d'irradiation à l'épaule abdominale. Quelquefois, l'essoufflement ou l'oppression est difficile à identifier. Le blocage est difficile à exprimer pour les femmes. Et tout ceci dans un contexte de fatigue, de sueur, de nausée, voire de stress qui est quelquefois au premier plan et qui rend cette analyse des premiers symptômes quelquefois difficile. Et on y reviendra tout à l'heure. Souvent, ces symptômes dont il existe systématiquement, on peut dire, une douleur thoracique, sont noyés et mal interprétés par nous soignants et quelquefois par l'entourage aussi, ce qui fait des retards de prise en charge. Mais sachez que si on nous répète que les douleurs de l'infarctus de la femme et de l'homme sont différentes, c'est faux, mais l'analyse plus fine est un peu particulière. Donc, comme vous le savez, ces symptômes doivent engager une prise en charge en effet immédiate pour en effet éviter deux complications majeures, le risque d'arrêt cardiaque. Et il y a un très beau clip qui a été fait il y a quelques années où Julie Depardieu joue une jeune femme très active et vous pouvez télécharger ce petit spot qui est assez intéressant, qui explique bien les difficultés de diagnostic et malheureusement, en effet, cette jeune femme décède en courant après le bus d'un arrêt cardiaque lors d'un syndrome coronarien aigu. Donc, deux risques, l'arrêt cardiaque qui reste en effet une complication excessivement grave et bien sûr la perte de tissu cardiaque qui va entraîner insuffisance cardiaque, incapacité et handicap. D'où cette course contre la montre qui existe, que l'on connaît, cette chaîne de prise en charge, début des symptômes, tout de suite appel au 15 pour avoir un premier contact médical. Le diagnostic est facile à faire, électrocardiogramme en effet typique d'un infarctus et prise en charge immédiate en centre de cardiologie pour désobstruer cette artère et reperfuser immédiatement, ceci on dit dans les 4 heures. Et on peut dire qu'en France maintenant, avec tout le maillage territorial, on a en effet des prises en charge qui sont bien coordonnées. Sachez qu'en 30 ans, la mortalité de l'infarctus a baissé de 80%, ce qui est assez phénoménal dans la prise en charge des accidents aigus. La mortalité d'un infarctus à l'hôpital maintenant est inférieure à 3%, donc on a fait d'énormes progrès. Alors, encore faut-il arriver et déterminer cette chaîne. Alors, pourquoi donc revenir à ce problème de santé majeur? Comme je vous l'ai dit, pronostic moins bon et de plus en plus de femmes concernées. Et quand je dis pronostic moins bon, c'est associé en effet à des chiffres qui sont validés. La mortalité hospitalière de la femme qui est hospitalisée pour infarctus est supérieure de 40% à celle de l'homme. Donc, il y a quand même un moins bon pronostic, ce qui fait dire à nos collègues interventionnels que les femmes sont peut-être laissées pour compte en cas de phénomène aigu de ce type-là. Alors, par rapport en effet à ces problématiques, je crois qu'on est bloqué là. Voilà. Pourquoi y a-t-il une surmortalité chez les femmes
Alors, bien sûr, il y a un vieillissement de la population, hein. On voit en effet, ces pyramides des âges que les femmes vieillissant plus, ayant en effet une espérance de vie plus importante, même si logiquement elles constituent un infarctus 10 ans plus tard, elles vont avoir une surmortalité, et c'est une partie de cette surmortalité est liée bien sûr à l'âge et aussi aux comorbidités. Ces femmes, elles ont des problèmes vasculaires par ailleurs, elles deviennent diabétiques avec l'âge, elles sont hypertendues, elles ont une insuffisance rénale, elles ont des pathologies rhumatismales, quelquefois inflammatoires, qui aggravent le pronostic. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que ce serait un peu simpliste de dire que les femmes étant plus vieilles, elles ont plus de risques d'être malades, mais elles peuvent être plus malades aussi de pathologies rénales, pneumologiques ou autres. Alors, diapositive suivante. On a perdu, mais elles vont revenir. Voilà. Alors, comme je vous le disais, les analyses, les registres nous montrent que la part des femmes de moins de 60 ans a été hospitalisées pour infarctus a été multipliée par 2 en 15 ans. Depuis 1995, alors que, vous voyez sur l'histogramme de gauche, concernant une diminution qui se répercute encore actuellement. On voit que de 1995 à 2010 notamment, il y a eu en effet plus de 20% en plus de femmes jeunes hospitalisées pour infarctus, et depuis, cela progresse de 5% chaque année. Donc, un infarctus féminin sur 4 survient avant 60 ans, ce qui est quand même assez significatif de la problématique. Alors, diapositive suivante. Si on regarde également l'évolution des hospitalisations pour infarctus selon l'âge et le sexe, on voit que dans la tranche d'âge entre 35 et 55 ans, il y a eu en effet des écarts qui sont survenus entre les hommes où on voit moins 5% pour la première tranche d'âge, moins 8% chez les hommes, alors que chez la femme, notamment dans les tranches d'âge de 45 à 54 ans, on a une progression de près de 18%. Donc, il y a vraiment des problèmes, et ces problèmes sont devenus assez urgents à traiter du fait, en effet, de cette évolution de la démographie des femmes hospitalisées pour infarctus. Diapositive suivante. Alors, on a vu qu'il y avait le vieillissement, certes, mais il y a certainement des causes autres. Cela concerne l'évolution des facteurs de risque chez la femme, et c'est ce que j'appelle, moi, la triple peine. Triple peine, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit, d'une part, qu'il y a une explosion des facteurs de risque chez les femmes, notamment jeunes. Ces facteurs de risque, on le verra, sont encore plus délétères chez la femme que chez l'homme, pour le même facteur de risque. Et troisième peine, c'est qu'il y a des facteurs de risque spécifiques, notamment en rapport à la vie génitale de la femme, les pathologies de la grossesse ou d'autres facteurs comme les maladies auto-immunes qui vont engendrer en effet cette explosion des facteurs de risque. Alors, concernant les facteurs de risque, je dirais banaux qui explosent, c'est concernant le tabac, c'est concernant la sédentarité et c'est concernant en effet les défauts nutritionnels. Alors, diapositive suivante. La spécificité physiologique en effet de la femme tient en effet entre la puberté et la ménopause, avec l'estradiol qui est ce protecteur cardiovasculaire qui maintient bas le cholestérol, qui permet une régulation LDL-HDL, qui maintient la souplesse artérielle et qui permet une protection physiologique relative, je dis bien relative, entre 12 et 50 ans. D'autre part, la progestérone également a un rôle au niveau du sommeil qui est, comme vous le savez, réparateur concernant les aspects, je dirais, métaboliques et tensionnels. À la ménopause, il y a en effet cette scission et cet arrêt de la sécrétion d'estradiol et de progestérone qui explique que de toute façon, il y a une diminution du métabolisme de base, donc un surpoids qui arrive.
une diminution de la masse musculaire aux dépens de la masse graisseuse, qui explique l'augmentation de la masse graisseuse abdominale, de l'insulinorésistance qui est plus importante, qui explique un taux de cholestérol plus élevé et une rigidité artérielle accentuée, et qui entraîne également des altérations du sommeil, dont on a vu que ce sommeil était en effet réparateur au niveau du système neurovégétatif et cardiovasculaire. Alors, ensuite, diapositive suivante, si on analyse ces facteurs de risque à âge égal, il faut qu'on mette bien l'accent là-dessus, les femmes présentent davantage de facteurs de risque cardiovasculaires que les hommes. Un exemple, plus de 80% des femmes de plus de 45 ans en cumulent au moins 2. Concernant le tabac, sachez que, vous le savez déjà bien sûr, le tabac annule les effets protecteurs de l'estradiol. Et ça, peu de femmes le savent. 3 à 4 cigarettes par jour, qui sera interprété par une femme souvent comme « oh, je fume une ou 2 cigarettes », va multiplier par 3 le risque cardiovasculaire chez la femme. La fumeuse a un premier infarctus plus de 13 ans avant la non-fumeuse. Donc le tabac, c'est vraiment quelque chose qui est un élément qui est souvent sous-estimé. Et à ce propos, je dirais qu'il y a une enquête qui a été faite par AXA Prévention en 2021 sur le comportement des femmes. Alors, les femmes s'intéressent moins à leur santé qu'à celle de leur entourage. Elles sous-estiment également leur facteur de risque. Elles sous-estiment leur consommation, notamment en tabac. Elles sous-estiment leur sédentarité, elles sous-estiment leur poids, etc. Donc, c'est vraiment un élément important à identifier, cette notion de tabagisme et de déni un peu de sa consommation. Concernant le diabète, il faut savoir que là aussi, le diabète a un impact beaucoup plus sévère chez la femme que chez l'homme. On n'en a pas beaucoup d'explications, et la mortalité cardiovasculaire est plus importante chez la femme que chez l'homme, quel que soit l'âge. Concernant l'hypertension, je vous ai dit que la prévalence à la ménopause était importante, 20% des femmes, c'est pas rien, hein, qu'elle soit bien sûr physiologique, la ménopause. Donc, ces facteurs sont des facteurs qui sont beaucoup plus impactés sur la santé des femmes. Et bien sûr, le mélange explosif, tabac plus pilule, est multiplié jusqu'à 26. Et on a fait une enquête dans les officines clermontoises, donc il y a 2 ans, grâce aux stagiaires pharmaciens qui faisaient leur stage en 4e année, qui faisaient un entretien pour les jeunes femmes qui venaient donc pour la première prescription de pilules, et on s'est aperçu, il y a une thèse qui est en cours là actuellement, que les jeunes femmes ne connaissent pas l'impact tabac et pilules et souvent sous-estiment beaucoup leur consommation, et que souvent la prescription n'a peut-être pas été entourée d'un environnement médical ou de conseils suffisants. Alors, autre facteur de risque aussi qu'il ne faut pas négliger, bien sûr, le surpoids qui est lié souvent à la sédentarité, à beaucoup de choses, le stress et autres. Donc, le problème du surpoids est un élément important chez les femmes et souvent présent sur la tranche d'âge périménopausique entre 40 et 54 ans. Il y a aussi des facteurs psychosociaux qui sont beaucoup plus notables chez les femmes. On s'aperçoit que 2 fois plus de femmes souffrent d'épisodes dépressifs, professionnels, familiaux, etc. Et c'est souvent retrouvé lors d'hospitalisation pour infarctus. Souvent dans un contexte aussi socio-économique défavorisé, qui est bien mis en évidence dans le rapport que vous avez peut-être consulté. Il y a eu un rapport de l'Académie de médecine qui est paru au mois de février dernier sur l'inégalité de prise en charge de l'infarctus du myocarde chez les femmes en France. Et il y a un chapitre, si ça vous intéresse, c'est accessible assez facilement, sur ce contexte socio-économique défavorisé.
Et puis, il y a en effet un élément important qui est celui de la sédentarité, de l'inactivité physique, où on s'aperçoit qu'en France, et vous pouvez retrouver ces données dans un article qui est paru sur Santé France, sur l'évolution de l'activité physique de la population française et des facteurs de risque, on s'aperçoit que malheureusement, pour les femmes, les recommandations de l'OMS sur l'activité physique ne sont suivies que par 53% des femmes, alors que les hommes suivent beaucoup plus ces recommandations. Et dans la vraie vie, on s'aperçoit que beaucoup d'hommes, s'ils ont arrêté pendant un certain temps, reviennent à l'activité physique, au sport, à partir d'un certain âge, d'une manière beaucoup plus fréquente. Le pourcentage de femmes actives a diminué de 10% en 10 ans, avec surtout une diminution de plus de 22% chez cette tranche d'âge fragile entre 40 et 54 ans. Alors, tout ceci est corroboré aussi par d'autres observations. Diapositive suivante. Là aussi, c'est un document que vous pouvez consulter sur Santé publique France, où on met en évidence que les femmes sont plus exposées à un manque d'activité physique. Sur la première ligne des histogrammes, c'est l'évolution de la prévalence d'activité physique chez les hommes et chez les femmes entre deux populations, entre 2006-2007 et 2014-2016, on voit que du côté des hommes, l'activité physique est plutôt plus importante. Par contre, elle baisse, quelles que soient les tranches d'âge chez les femmes. Autre diagramme intéressant qui mérite aussi, je dirais, des réflexions, c'est les histogrammes du bas, où on nous montre l'évolution du pourcentage d'hommes et de femmes qui passent 3 heures et plus devant un écran chaque jour en dehors de l'activité professionnelle. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup étonnée. Et donc, on s'aperçoit que, bien sûr, tout ceci augmente chez les hommes, mais augmente encore plus chez les femmes, et notamment, quelle que soit la tranche d'âge. C'est assez particulier quand même. Donc, ces problèmes d'activité physique, de sédentarité sont au premier plan de notre difficulté actuellement. Alors, comme je l'ai dit, les facteurs de risque sont plus nombreux chez les femmes, ont des effets plus délétères, mais troisième peine, il y a des facteurs spécifiquement féminins qui augmentent le risque cardiovasculaire qu'il faut identifier, parce que souvent ça passe comme ça au milieu de la vie des femmes. Et vous savez que les femmes ont souvent des suivis médicaux tronqués avec des interruptions, etc. Aussi, c'est une des conclusions de l'étude AXA Prévention. Pour les femmes, souvent, être en bonne santé, ça veut être, c'est équivalent à ne pas être malade. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc, les premières règles précoces augmentent le risque cardiovasculaire. La ménopause précoce, bien sûr, avant 45 ans, on sait que ça va augmenter le risque coronaire de plus de 50%, le risque d'AVC de plus de 23%. Autre pathologie, les syndromes des ovaires polykystiques qui s'accompagnent, comme vous le savez, de risques métaboliques associés, risque coronaire plus 30%. Tous les événements pathologiques survenus pendant la grossesse, qui souvent passent à la trappe, si j'ose dire, parce qu'ils disparaissent en postpartum et personne n'en parle après. Le fait d'avoir eu une hypertension artérielle gravidique va multiplier par 3 la survenue d'une hypertension, va multiplier par 2 le risque coronaire. Il en est de même du diabète gestationnel qui fait le lit du diabète permanent et bien sûr du risque d'AVC qui est augmenté. On sait parallèlement que le fait d'allaiter va peut-être diminuer ces facteurs. Alors, comme on a vu, les femmes, en effet, sont souvent moins bien traitées.
je reviens à ma chaîne de prise en charge où le pronostic de l'infarctus vient de la qualité et du délai de prise en charge qui doit être en effet dans les 4 heures. Et on s'aperçoit que chez la femme, plus particulièrement, il y a 3 leviers qui dépendent de la patiente, des acteurs préhospitaliers et du cardiologue aussi interventionnel qui fait que, comme je l'ai dit, il y a une surmortalité et que le pronostic de l'infarctus chez la femme est plus sévère. Alors, revenons à notre patiente, diapositive suivante. On sait que les femmes composent moins souvent le 15 et appellent le SAMU entre 15 et 30 minutes plus tard en moyenne. Pourquoi ce retard? Eh bien, souvent, quand je compare les choses, quand monsieur a une douleur dans la poitrine, ben, tout de suite, madame va téléphoner au 15, va dire, écoutez, mon mari est en train de faire un infarctus. Si l'inverse survient chez une femme, d'autant plus qu'elle a moins de 50 ans, on va dire « Oh, tu es fatiguée, tu es stressée, etc. » Ce qui entraîne en effet ce défaut de prise en charge. Et on a tous des histoires de chasse qui relatent que des femmes ont fait des allers-retours avec les urgences ou au téléphone où on leur a dit d'aller se reposer, etc., etc. Donc, il y a ce poids des clichés qui fait que l'infarctus, c'est une histoire d'homme et souvent la patiente est mise de côté. Y a-t-il une résistance à la douleur? Certains disent oui ou non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent la douleur, l'oppression thoracique est noyée ou peut-être masquée par d'autres symptômes qui fait qu'on n'en retient pas la significativité immédiatement. Il y a certainement moins d'empathie de l'entourage ou moins d'entourage. Il y a beaucoup de femmes qui vivent seules et qui n'osent pas en effet appeler. Ces symptômes atypiques, je vous ai dit, il faut les mettre de côté parce que là aussi, ils n'existent pas. Par contre, devant des symptômes, il faut bien analyser tous les symptômes associés. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que nous, au niveau des associations, on dit aux femmes, si ça ne va pas, il faut appeler, il faut penser à vos problèmes, mais il y a aussi les acteurs préhospitaliers qui sont je dirais, en cause, entre guillemets. On fait au niveau des enseignements, de la formation aux médecins en disant, il faut pas, en effet, mettre de côté et faire ce qu'on doit, même si c'est une femme. Donc, avoir un recours non genré aux examens complémentaires, ce n'est pas parce que c'est une femme, même si elle a une douleur thoracique, qu'il ne faut pas faire de troponine. La troponine, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut faire immédiatement. Et puis, quand on veut aller plus loin, mais en dehors des phases aiguës, il y a d'autres examens tels que le coroscanner, etc. Donc, il faut savoir écouter les symptômes, prendre en charge toute douleur thoracique avec les mêmes moyens chez les femmes comme chez l'homme. On sait, ça c'était une étude assez amusante, que les cardiologues femmes ont des diagnostics plus faciles pour les femmes que, en effet, ces messieurs masculins. Alors, il y a aussi un aspect, le troisième levier, c'est le cardiologue interventionnel. Alors là aussi, il faut avoir le même niveau d'exigence en termes de résultats, si les choses sont bien organisées, si on a vraiment des praticiens maintenant, des cardiologues interventionnels qui font des miracles et qui sont devenus vraiment les plombiers les plus habiles qu'on puisse connaître. Il y a des particularités chez les femmes et certains ne sont pas forcément aguerris aux particularités des femmes. Alors, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, les patientes sont plus âgées, donc les voies d'abord sont plus compliquées. La voie d'abord radiale n'est pas toujours aisée, il faut souvent passer par voie fémorale, il y a des tortuosités. Les artères sont plus fines, donc il faut savoir être quand même un praticien très, très habile. Elles sont plus tortueuses et on s'aperçoit qu'il y a davantage de complications, qu'elles soient vasculaires ou locales. Enfin, en dehors de ces 3 leviers, on s'aperçoit qu'après l'épisode aigu, l'infarctus est aussi de moins bon pronostic, comme je vous l'ai dit, une surmortalité hospitalière. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments concernant le traitement conventionnel. Il faut savoir que souvent les femmes sont oubliées des études cliniques, que pour les prendre en charge, on se base sur toutes les études qui ont été réalisées, qu'elles soient thérapeutiques ou autres chez l'homme.
que la pharmacologie est souvent unisexe basée sur un modèle masculin. Et on s'aperçoit, et c'est les études récentes qui montrent par exemple que l'aspirine fait saigner beaucoup plus les femmes que les hommes, en dehors de complications hémorragiques génitales. Que les statines ont plus de complications chez les femmes. Que par exemple, bon c'est en dehors de la pathologie, mais par exemple les diurétiques engendrent plus de désordres hydroélectrolytiques chez les femmes. Donc, il y a quand même une pharmacologie qui est un petit peu incomplète dans la prise en charge des thérapeutiques cardiologiques chez la femme. Et puis, le traitement n'est pas optimal. On l'a vu, les délais de prise en charge sont souvent importants. Revascularisation retardée, fragilité plus importante. Et je le disais tout à l'heure, le fait d'être pris en charge par une femme, quand on est une femme, améliore le pronostic par rapport à ces messieurs. Deuxième item, la réadaptation cardiaque. Peu de femmes vont en réadaptation cardiaque et donc c'est un élément péjoratif parce que c'est là où la femme va pouvoir traiter ses facteurs de risque, refaire de l'entraînement, avoir de l'éducation thérapeutique. C'est là où on va pouvoir gérer ses thérapeutiques et adapter en cas de besoin. Donc, la réadaptation est souvent pas proposée parce que soi-disant il n'y a pas assez de place, parce que la jeune femme ou la femme a sa famille à s'occuper, ses parents, etc. et que partir 4 semaines en centre de réadaptation, ça pose des problèmes. Et autre item, c'est que le suivi et la coordination gynécologique sont souvent absents. En ayant vécu dans les milieux cardiologiques, en ayant vécu les événements, je peux vous dire que nos collègues cardiologues sont devenus des grands praticiens interventionnels. Bon, ils font le job et puis après, chacun se débrouille comme il peut. Et je pense que là, la médecine générale et les praticiens ont leur rôle important. Alors, pour avancer un peu plus, je dirais 2 mots sur la recherche et puis on évoquera les aspects particuliers des femmes. Alors, un mot concernant la recherche. D'une part, l'imagerie endocoronaire, diapositive suivante. On a mis en place, et c'est un petit peu un cocorico clermontois et local, une imagerie endocoronaire, l'OCT, la tomographie par cohérence optique, qui permet lors d'une coronarographie d'aller visualiser, donc par un endoscope, comme on regarde en effet, on fait de l'endoscopie bronchique ou gastrique, l'intérieur, la lumière des vaisseaux, ce qui nous permet de voir le degré d'athérome, comme vous avez vu, donc l'épaisseur des parois, mais également s'il y a une déchirure, une thrombose. Donc, ces aspects techniques sont très importants parce qu'ils permettent de rétablir en effet le diagnostic quand en effet, vous voyez donc sur cette image, on voit une paroi artérielle bien définie avec une intima, une média bien régulière et vous voyez l'athérome en jaune qui va s'épaissir progressivement pour obstruer l'artère. Donc, cette technique qui est réalisée par coronarographie permet de faire des diagnostics précis de certaines formes d'infarctus, notamment chez les femmes, va permettre un guidage thérapeutique et permet d'évaluer d'autres techniques. Donc, il faut savoir que cette imagerie est un élément important dans le cadre de diagnostic et de la prise en charge des infarctus, notamment chez la femme. Autre chose, pour mieux connaître les éléments, là aussi, la naissance de ce registre qui s'appelle France PCI, mais qui est imprégné des expériences suédoises et nord-européennes. Ce registre collecte par les centres de cardiologie interventionnelle lors de chaque procédure des variables qui concernent les données des patients, les facteurs de risque, les parcours, les données procédurales, les traitements, les événements, l'évolution, tout ceci collecté dans des bases de données sécurisées qui nous permettent de déterminer des
sous projet de recherche pour voir, analyser pourquoi notamment il y a moins bon pronostic de l'infarctus chez la femme, et on a bien mis en évidence par ces registres qu'elles appelaient plus tardivement et quels sont les leviers d'amélioration. Donc ce registre maintenant est en train de s'étendre à toute l'Europe pour pouvoir en effet mieux comprendre les sous-groupes de patients que l'on a à traiter. Et ça concerne bien sûr le domaine de la prévention. Alors, je terminerai par deux aspects. On a vu donc dans un premier temps toute cette cardiopathie ischémique liée avec un athérome. Et puis, il y a des pathologies spécifiques de la femme, notamment ce qu'on appelle la dissection coronaire spontanée. C'est ce qu'on appelle, nous, l'infarctus illégitime de la femme jeune, puisque c'est souvent une femme jeune qui n'a pas de facteur de risque, qui est souvent sportive et qui est hospitalisée pour un infarctus. Et quand on fait un examen coronarographique, il n'y a pas de lésion d'athérome. Alors, cette dissection est due à une fragilité artérielle, comme vous voyez sur l'artère normale, il y a une petite déchirure qui va constituer un hématome de la paroi qui va gonfler et qui va oblitérer la lumière de l'artère et créer une oblitération et donc des symptômes d'infarctus. Voilà une image en effet qui est issue d'un dossier clinique. Donc, cette patiente est hospitalisée pour un infarctus antérieur assez étendu et quand on fait la coronarographie, un œil je dirais général, dirait oh, artère normale, petite rigidité, point final. Et bien, sur en effet l'encadré rectangulaire blanc, vous voyez qu'il y a une différence de lumière quand même, et quand on réalise un examen par OCT, on s'aperçoit, vous voyez sous la petite sonde, que l'artère est comprimée par cet hématome, et un des risques serait d'aller mettre un stent là-dedans, parce que si on met un stent là-dedans, on va tout déchirer et va oblitérer complètement l'artère et créer un infarctus étendu. Donc, nécessité de faire le diagnostic, parce que quel est le traitement dans ce cas-là? Eh bien, il faut surtout ne rien faire, mettre la patiente sous anticoagulant et les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement. Alors, autre pathologie en dehors de la dissection coronaire, c'est le syndrome de Takotsubo. Vous avez peut-être eu des patientes dans ce cas-là. Takotsubo, ça vient du nom de ce vase japonais en forme donc de cette forme particulière, à l'occasion d'un stress, qui soit un stress malheureux ou heureux, il y a un phénomène en effet de spasme qui fait que le cœur va se sidérer et prendre la forme de ce vase, d'où le nom de Takotsubo, qui va gonfler, prendre la forme de ce vase, se déformer et créer un infarctus. Il peut y avoir des récidives. Un des risques, bien sûr, c'est le risque vital à la phase aiguë d'infarctus, mais quand on fait en effet un bilan coronarographique, il n'y a pas de lésion. La fraction d'éjection est basse, va rester basse pendant 3 mois, d'où la nécessité de prendre des traitements par IEC notamment et bêta-bloquants. Donc, syndrome de Takotsubo, un peu particulier, qui survient exclusivement chez les femmes. Alors, la prévention, bien sûr, comme on l'a vu, de cet athérome chez les femmes, c'est la correction des facteurs de risque, on ne va pas y revenir, mais il faut se dire qu'il y a peut-être, et c'est dans le cadre de la discussion qu'on peut avoir peut-être tout à l'heure sur les parcours de soins, il faut certainement faire le point aux étapes clés de la vie d'une femme, parce que comme je l'ai dit, souvent le parcours médical des femmes est un peu tronqué, est un petit peu interrompu, etc. Mais il faut peut-être se fier à ces étapes clés, c'est-à-dire cette consultation de contraception. Ensuite, s'intéresser à l'environnement
pré, per et bien sûr post-conceptionnel après une grossesse, puisqu'on l'a vu, ça fait le lit quand même de la vie et du pronostic cardiovasculaire. Et puis il y a une étape clé quand même aussi, c'est cette phase de préménopause ou de ménopause où se pose la question de calculer son risque, de programmer des consultations de suivi, d'avoir une réflexion sur le traitement hormonal substitutif s'il y en a un, faire des bilans biologiques, voire d'aller jusqu'à la consultation cardiologique. Tout ceci, bien sûr, encadré par des conseils d'hygiène de vie et c'est en effet un élément important. Alors, diapositive suivante. Au total, si on veut s'intéresser à cette pathologie et si on veut essayer d'être actif, bien sûr, il y a cette information, grand public, professionnels de santé, mais aussi aux patientes, formation des acteurs de santé, prévention dans le cadre de la prévention de tous les facteurs de risque, mais également proposer certainement des parcours de soins pour qu'il y ait un suivi. C'est pas seulement dire attention madame, vous commencez à avoir de l'hypertension, avoir un surpoids, faites attention et puis revenez me voir dans 5 ans. Ce sera certainement un peu tard, donc il faut aller dans un parcours organisé que la femme puisse suivre. Alors, pour terminer, un exemple qui peut être initiateur, c'est au sein de l'Institut Cœur-Poumon du CHU de Lille, qui a mis ce parcours en route depuis 5 ans, qui s'appelle Cœur, artère de femme, avec des femmes qui sont soit à risque cardiovasculaire très élevé ou élevé, qui sont suivies en gynécologie, et qui n'ont pas de suivi cardiovasculaire. Donc ça, c'est un repérage soit par la médecine générale, soit en effet par le milieu gynécologique. Il y a des patientes qui ont des risques cardiovasculaires et qui nécessitent une réévaluation des traitements hormonaux, notamment en cas de ménopause précoce. Il y a également dans ce parcours des femmes qui ont eu une consultation préconceptionnelle dans le cadre d'une grossesse à risque parce qu'elles avaient des pathologies cardiaques ou autres, ou après une grossesse compliquée, et à l'entrée de la ménopause avec une consultation de dépistage. C'est vrai que maintenant, personne parmi les femmes que j'ai pu contacter ne se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment que je me fasse faire une mammographie, etc. C'est venu dans la pratique quotidienne. Par contre, en cardiologie, il n'y a vraiment rien qui est fait. Alors, voilà ce qui est proposé dans le cadre de ce programme avec des praticiens qui sont médecins traitants, gynécologues, mais aussi infirmières, sages-femmes et pharmaciens, cardiologues et angiologues qui vont intervenir après avoir repéré le programme de ces femmes. Ces patientes, en effet, sont repérées. On analyse leurs antécédents personnels, familiaux, leur traitement, et par rapport à ça, un bilan minimal est fait, automesure tensionnelle, facteurs de risque, y a-t-il une maladie athéromateuse, un SAS, un traitement en cours, et en fonction de tous ces éléments, le parcours spécifique sera proposé avec soit d'emblée s'il y a un diabète, s'il y a une dyslipémie, un bilan vasculaire, voire cardiologique, s'il y a en effet d'autres, un diabète, un surpoids, une orientation vers un endocrino, etc. Et tout ceci, bien sûr, encadré par des conseils diététiques, de prise en charge du tabagisme et surtout de lutte contre la sédentarité. Voilà, donc un des exemples. Je vais peut-être te laisser la main maintenant, Charmine, pour qu'on puisse faire un petit peu une synthèse et discuter. Ouais, merci beaucoup Marie-Claire. On pourra donc revenir sur les questions si vous en avez à la fin du webinaire. Là, simplement, c'est une. On s'était dit qu'il y avait de la cohérence avec donc la réalisation de ce webinaire et la thématique cardiologique qui finalement recoupe pas mal de thématiques.
Et on a donc eu l'idée de mettre en place une fiche conseil que vous pourrez désormais, elle est accessible sur Livipro dans l'onglet des recommandations des fiches conseils, à destination des femmes de tout âge. Donc là, vous pouvez voir, hein, donc, j'ai entre 12 et 18 ans, j'ai entre 19 et 30 ans, je suis enceinte, je suis en postpartum, etc. Donc, l'objectif de cette fiche est d'amener à questionner les femmes de tout âge sur leur avancement, sur donc, les étapes clés au moment de leur vie de femme. Est-ce qu'elles sont à jour sur le plan gynécologique? Est-ce que le suivi est fait? Est-ce qu'elles sont en bonne santé mentale? Est-ce qu'elles pratiquent une activité physique? Est-ce qu'elles ont des habitudes voilà, toxiques ou autres qui feraient dire que cela nécessiterait donc une consultation auprès d'un généraliste et en tout cas le premier pas vers donc un médecin en téléconsultation. Sachant que, on le sait, hein, les femmes ont une surcharge mentale qui est assez importante. Il y a plusieurs années, elles ne travaillaient pas forcément, donc les femmes restaient à la maison et donc l'homme partait travailler. Là, maintenant, on a des femmes qui ont une activité professionnelle et donc qui ont une dimension qui est beaucoup plus, on va dire, plus variée et plus intense qu'avant. Et on se doit voilà, de pouvoir les aider à se questionner sur où est-ce que j'en suis. Comme tu disais, Marie-Claire, est-ce que mon suivi gynéco avec la réalisation de la mammographie est à jour? Est-ce que mon frottis, voilà, quelle est la récurrence de la réalisation des frottis, etc. Et puis on peut passer aux questions. J'ai vu que François, tu parlais François demandait, il disait on pourrait aussi parler de langor de Prince Metal assez spécifique à la femme. Tout à fait. Alors, on en parle un peu moins parce que actuellement, avec l'OCT, on s'aperçoit que beaucoup de syndromes de Prince-Metal étaient des petites dissections coronaires. Donc, il est certain que ça existe, qu'il y a certainement un facteur spastique dans certaines causes d'infarctus. On fait très peu de tests maintenant de Prince Metal en percoronarographie. Les inhibiteurs calciques, bien sûr, sont prescrits, d'autant s'il y a une hypertension artérielle, mais on en parle moins maintenant du Prince Metal. C'est plus dans ce cadre des minocas, avec une petite lésion de dissection passée inaperçue. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon. Eh ben, merci. Ah, il y a Jean-Marie qui avait une question. Oui, oui, Jean-Marie, vas-y. T'as ton micro qui est coupé par contre. Ah, faudrait que tu puisses activer ton micro. Ouais, c'est Voilà, je crois que ça y est. super. Oui, Je oui, c'est voulais bon, savoir si merci. dans le cadre d'un bilan cardiovasculaire avant prescription d'un THM, est-ce qu'il est intéressant de faire pratiquer un échodoppler des carotides? Si il y a pas de facteurs de risque, pas de diabète, pas d'hypertension artérielle, un bilan lipidique correct, s'il n'y a pas eu d'antécédents particuliers, pas de symptômes, j'en vois pas l'intérêt immédiat. D'accord. Même si ce début de THM est au-delà de 5 ans après la date de la ménopause. Oui, s'il n'y a pas de facteurs de risque personnels D'accord, ou familiaux. d'accord, entendu. Merci. Alors, Denis nous dit dans le chat, très bel exposé qui remet à l'heure quelques pendules. Merci et bravo. Merci. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on peut du coup clore la session.
Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Marie-Claire, encore une fois. Merci à vous. Pour ta disponibilité, pour cet exposé qui a été effectivement très clair et puis très ressourçant, qui nous amène à nous poser des questions sur une thématique qui est vraiment d'actualité, la santé cardiovasculaire chez les femmes. Tout à fait, et elles se sentent souvent un petit peu délaissées. Ouais. Voilà, sans faire de féminisme plus que ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qui sont simples, mais ça nous fait poser aussi des questions. Moi, j'avoue que j'ai découvert ça en faisant un petit peu de bibliographie sur le plan aussi sociétal. Donc, ça ouvre beaucoup, en effet, de champs concernant, en effet, la vie des femmes, leurs ressentis. Elles font aussi beaucoup d'automédication, c'est vrai, plutôt que d'aller consulter parce qu'on n'a pas le temps, parce que ci, parce que ça. Donc, Parfait. Beaucoup de choses à faire et en effet, je pense que dans votre activité, vous avez, et puis bon, c'est vrai que ce document que vous avez créé me semble intéressant parce que les gens ont besoin d'être aidés et donc quand il y a un support, c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant et je pense que du fait des chiffres, du fait des études, du fait des publications, du fait des congrès qui sont maintenant consacrés quelquefois totalement à cette pathologie, je pense que nos autorités financières et d'assurance maladie commencent à être sensibilisées. Et je pense que tout ce qui sera fait peut être, à mon avis, valorisé. Là, je crois que quand on voit les actions qui sont faites par l'équipe Agir pour le cœur des femmes avec l'assurance maladie, je pense qu'ils ont eu des fonds. Donc, si des pratiques sont validées, sont bien organisées pour aller dans cette prévention, je pense que vous avez, je dirais, des possibilités. Pourquoi pas Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut aussi travailler avec les labos. Alors, je vais être un peu schématique, mais proposer un pack prévention lors de la consultation de la première pilule. Bon, il y a plein de choses certainement à élaborer. Je pense que vous avez les moyens de travailler là-dessus. Et bon, quand on voit aussi, il y a eu le rapport de l'Académie de médecine qui a été validé, qui est sorti au mois de janvier avec des recommandations sur l'infarctus de la femme, la pathologie cardiaque de la femme, qui dit qu'il faut proposer des parcours de soins, etc. Donc, je veux dire, c'est dans la dynamique. Tout à fait. Et vive la prévention, comme dit Anne-Claire, oui. Tout à fait, exactement. Et il n'y a pas forcément grand-chose aussi à faire, sans que ce soit très, très, très scientifique, mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est certain. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Claire, encore une fois. Merci. Et puis, merci à tous pour votre participation. Et donc, à bientôt. On aura un prochain webinaire qui sera cette fois-ci sur donc la préménopause, animé par le docteur François Burté. Et donc, on aura, ce sera sur le sujet de Omena, une application. Une excellente journée à tous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.